Pendant l'Union soviétique et sous Gorbatchev, des personnes comme Bill Kristol étaient impliquées dans le plan B, le comité pour le plan B. Ils se préparaient pour leur moment. Cependant, les néoconservateurs ont été quelque peu sapés par Trump. C'était en fait les néolibéraux qui ont réussi à justifier la guerre en Irak. Des libéraux dans certains think tanks de Washington ont ouvert la voie à cela. Je crois que nous sommes à un point où nous avons besoin d'une alternative. Bonjour à tous. Ici Pascal, et aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi, une icône du journalisme et de l'édition aux États-Unis, la prolifique Katrina vanden Heuvel. Pendant des décennies, Katrina a été rédactrice en chef et un pilier du magazine progressiste The Nation. Elle a joué un rôle clé en donnant une plateforme aux voix alternatives, notamment en ce qui concerne l'implication des États-Unis dans les guerres. Je la considère, elle et son défunt mari, Stephen F. Cohen, comme des géants dans le travail public de paix aux États-Unis et le réalisme dans les relations internationales. Katrina écrit sur la politique intérieure et étrangère des États-Unis depuis 40 ans. Elle est également membre du Comité américain pour l'accord États-Unis-Russie, qui plaide depuis de nombreuses années pour de meilleures relations entre Washington et Moscou. Katrina, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Katrina, thank you very much for coming online today. Pascal, merci beaucoup. J'étais vraiment impatient d'avoir cette conversation parce que vous êtes l'un des citoyens américains qui, juste après vos études, ou même, d'après ce que j'ai compris, pendant votre formation universitaire, avez commencé à écrire et à réfléchir sur la politique étrangère. Vous vous êtes engagé non seulement avec la Russie, mais avec le monde entier du point de vue des États-Unis. Alors, je me demandais vraiment ce qui vous a motivé à choisir une carrière dans les actualités et l'édition, et quelles ont été les principales étapes que vous avez franchies. Merci, Pascal. Eh bien, cela fait près de 40 ans, par intermittence, que je suis à The Nation. J'ai commencé comme stagiaire. The Nation m'a inculqué la croyance en des alternatives qui ne font pas partie d'une politique réduite d'alternatives exclues. J'ai toujours cru en un journalisme de principe, indépendant, véridique et honnête sur sa propre position. Une grande partie des médias américains prétend être objective. Je ne crois pas que la véritable objectivité soit possible. Je crois que vous avez le droit à vos propres opinions, pas à vos propres faits. Mais je remets en question le concept d'objectivité. Pour moi, The Nation, fondée en 1865, a toujours représenté la croyance que vous ne pouvez pas avoir une véritable démocratie avec une guerre sans fin. L'idée de la guerre et de la paix était très centrale dans mon travail et ma croyance dans le journalisme. J'étais à The Nation, puis j'ai travaillé pour ABC News, qui avait une division documentaire. Le documentaire sur lequel j'ai travaillé était librement basé sur ma thèse de fin d'études à propos de la période McCarthy. Cette période a conduit à des discussions sur une nouvelle forme de macartisme dans notre dialogue politique, où prendre la parole peut conduire à être réduit au silence ou marginalisé. Après cela, je dois mentionner un incident en 1978, quand j'ai été détournée en allant rendre visite à mon père, qui était représentant à l'ONU à Genève. J'ai écrit sur cette expérience pendant la nuit. Cela m'a fait réaliser que je devrais poursuivre le journalisme de diverses manières. Mais par-dessus tout, ce qui me motive est la conviction qu'à travers l'écriture, vous pouvez créer du changement, défendre des idées et soutenir des mouvements et des organisations. Une expérience dont je suis particulièrement fière a été de travailler pendant 3 mois durant les années de la Glasnost en 1989 dans un journal russe. C'était l'un des journaux de l'ère de la Glasnost appelé Moscow News ou Moskovsky Novosti. Là, j'ai couvert l'ouverture du Parlement et les premières élections quasi-démocratiques sous Gorbatchev en 1989. C'était significatif pour moi d'assister à l'éditeur du journal, Yegor Yakovlev, traversant la rue chaque semaine pour négocier avec les censeurs. Avec chaque semaine, il gagnait plus
de liberté. C'était une publication hebdomadaire, ce qui signifiait qu'il y avait plus de place et d'espace pour des exposés sur la corruption, les abus ou les injustices historiques. Ces moments étaient significatifs pour moi. Être à The Nation de 1995 à aujourd'hui contraste fortement avec la première ligne de son premier numéro du 6 juillet 1965 qui déclarait « La semaine a été singulièrement dépourvue d'événements excitants ». Je n'ai jamais vécu une telle semaine. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, il est difficile de suivre. Il y a un flot constant d'actualité qui exige plus qu'une simple couverture superficielle, ce à quoi, malheureusement, une grande partie de nos médias a eu recours. Au lieu de cela, il y a un besoin urgent d'analyse incisive, en particulier sur les questions de guerre et de paix. Vous savez, il me semble que depuis de nombreuses années, et je ne peux pas dire exactement quand cela a commencé, la guerre a été une présence constante dans les actualités. Cela inclut diverses formes de guerre, comme la guerre contre la Russie, la guerre contre le Covid, la guerre contre le terrorisme et la guerre contre la drogue. Nous sommes constamment bombardés par l'idée que nous sommes engloutis dans la guerre. Avez-vous également remarqué cela dans votre travail? Did you also get that from your work? Je vais te dire, Pascal, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi la guerre contre la pauvreté. On dirait qu'il y a une guerre contre tout. Ce qui m'inquiète vraiment en ce moment, c'est la diabolisation du dialogue et de la diplomatie au profit de la posture morale et d'une précipitation vers l'action militaire. La militarisation de tant de choses est dangereuse et je m'inquiète pour une génération qui grandit dans cet environnement. Nous avons eu des alternatives au fil du temps. Cependant, ce qui m'encourage, ce sont les manifestations qui remplissent les rues de ce pays autour de Gaza. Et même le mouvement populaire, qui est véritablement populaire autour des non-engagés, a déjà vu plus de 100 villes et villages signés. La militarisation et le nombre de guerres dans lesquelles les États-Unis sont engagés sont très dangereux pour la possibilité de renouveler la réforme dans ce pays. Le président Joe Biden a été un bon président sur le plan intérieur. Il a fait passer une législation contre toute attente, ce qui était difficile à cause de la Chambre et du Sénat. Cette législation a réduit de moitié la pauvreté infantile. Il a également fait des progrès significatifs pour s'éloigner du consensus néolibéral, qui était une caractéristique des mandats des précédents présidents démocrates. Cependant, avoir des politiques domestiques transformatrices, tout en s'engageant dans des guerres sans fin, ou en échouant à transformer la politique étrangère et la sécurité nationale, qui repose sur une pensée dépassée, est une contradiction. Je ne sais pas comment on peut servir ça de manière saine et claire. Ce que nous avons également vu au cours des dernières années, c'est ce genre d'inversion perverse de ce que cela signifie d'être en paix. Ceux qui poussent à la guerre le font toujours au nom de la paix. C'est l'astuce, parce que tout le monde veut la paix. Mais ensuite, l'astuce consiste à dire « je veux seulement ma paix ». Ma paix uniquement de la manière dont j'imagine la paix. Et si je ne peux pas l'avoir, je vais en guerre, et nous devrons aller en guerre. Avez-vous également remarqué, dans la manière dont les médias rapportent la guerre, qu'ils utilisent toujours un langage de paix pour vendre la guerre? Vous savez, c'est un point intéressant. J'ai l'impression que trop peu de gens utilisent le mot « paix ». Il est devenu une sorte de terme subversif, et vous avez l'air faible si vous utilisez trop souvent le mot « paix ». Nos médias, vous avez posé une bonne question l'autre jour, Pascal, sur la manière dont nous avons ces médias qui sont si pleins de ceux qui sont d'accord avec nous. Il y a une sorte de consensus étouffant. Quelqu'un a dit un jour, « Si tous pensent de la même manière, alors personne ne pense vraiment ». Et l'échec particulièrement en temps de guerre me fait penser particulièrement à l'Irak.
Il y a une composante générationnelle à la guerre, Pascal. Pensez à ceux dont l'expérience déterminante a été le Vietnam, et je parle des États-Unis, du Vietnam, de l'Irak. Ensuite, il y a ceux comme Samantha Power ou Anne-Marie Slaughter, dont les expériences ont été façonnées par le Rwanda et la Bosnie. C'est une perspective différente. Cependant, le fait que, pendant les périodes de guerre, la plupart des personnes à la télévision, soit des généraux ou des généraux à la retraite qui ont des relations avec des entreprises militaro-industrielles qui ne sont pas divulguées, représentent un échec des médias. Et je repense à 2003, je réfléchissais à cela aujourd'hui, parce que MSNBC, l'une des chaînes câblées libérales progressistes, a récemment embauché l'ancien chef du Comité national républicain. Cela a provoqué pas mal de remous. Ils n'ont pas divulgué que de nombreux généraux à la retraite, qui sont apparus à la veille de la guerre en Irak, ont essentiellement évincé Phil Donahue, un célèbre animateur de talk show qui était ouvertement anti-guerre sur MSNBC. Il a été simplement poussé vers la sortie. Ainsi, la tolérance de ces pouvoirs corporatifs est préoccupante. Il y a des années, en 1996, nous avions fait un centre de page dans The Nation, mettant en vedette des poulpes. 5 d'entre eux, représentant de grandes entreprises médiatiques comme GE et News Corp. Les nouvelles n'étaient qu'une petite partie de la structure corporative. Donc, la capacité d'avoir des nouvelles honnêtes ou point de vue dissidents, alternatifs, devient presque des impossibles. Mais c'est là que cela devient si intéressant, surtout dans notre conversation, parce que vous étiez dans l'Union soviétique avant qu'elle ne s'effondre, n'est-ce pas? Vous étiez à Moscou. Là, vous avez été témoin de la version classique de la censure et de la répression, comme nous l'imaginons typiquement. Des figures grises, dans un bureau, barrant des choses et emprisonnant ceux qu'ils n'aiment pas. Cependant, nous assistons actuellement à une autre forme de censure, qui fonctionne sur le principe de la conformité, parce que tout le monde se conforme. Alors, j'ai parlé avec un présentateur de Nouvelles Suisse allemand qui avait travaillé pendant 30 ans dans les actualités suisses et allemandes. Il a dit, « Regarde, nous ne publierions tout simplement rien qui serait critique envers le message que nous savions important. » Cette approche du journalisme est devenue prévalente. La guerre du Vietnam était significative parce que pendant cette période, il y avait encore des photos et des images d'Américains se faisant tuer, y compris des images très dramatiques. Nous nous souvenons de l'image des dernières personnes de l'ambassade étant évacuées par les airs. Ces images ont disparu et nous avons maintenant des journalistes intégrés. Donc il y a un composant médiatique très important. Je me demande combien de cela est indoctriné d'en haut, du niveau politique, et combien est un composant sociétal, sociologique. C'est une très bonne question. Très bonne question, Pascal. Tout d'abord, nous avons vu des images pendant la guerre du Vietnam. À cette époque, il y avait essentiellement 3 réseaux et Walter Cronkite était la voix de confiance. Nous avons vu des images de Fallujah où se trouvaient les troupes américaines pendant la guerre d'Irak, mais pas assez. Cependant, nous avons vu beaucoup d'images de la guerre en Ukraine pendant environ 2 ou 3 mois sur des chaînes comme CNN International. À mon avis, nous devrions voir la guerre. Je pense que nous devrions la voir parce que tout d'abord, ce n'est pas une idée radicale. En fait, cela a été discuté il y a des décennies dans le but d'abolir la guerre, notamment avec le traité de Kellogg-Briand en 1928. Mais la nation s'y est opposée parce qu'elle n'était pas assez forte. Si nous pouvions avoir un tel traité aujourd'hui, il y a une volonté de soutenir la guerre, mais pas de le montrer. Je ne suis pas sûre que le montrer ferait comprendre aux gens, comme le font souvent les généraux à la retraite. Ils n'aiment pas la guerre parce qu'ils ont vu ses effets sur leurs hommes et femmes. Mais je pense que le problème dans ce pays,
est que les gens ont peur de prendre des risques. Il y a de l'autocensure, Pascal. Être dans une administration, par exemple, ou dans un groupe de réflexion à Washington, ou d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de réflexion, il y a souvent des cabinets fantômes qui attendent d'entrer dans la prochaine administration. Les gens n'aiment pas beaucoup prendre la parole. Cependant, il y a maintenant plus de voix, car il existe divers moyens d'accéder aux nouvelles dont je suis sûre que vous êtes conscient. Vous avez les réseaux sociaux, qui peuvent soit être une erreur, soit une manière de percer la censure de différentes façons. Mais en général, l'accueil des journalistes dissidents et indépendants n'est pas très chaleureux. Considérez combien peu ont soutenu Julian Assange. Il a fallu un moment pour que les journaux écrivent des éditoriaux en sa faveur, ce qu'ils ont finalement fait. Nous avons parlé aujourd'hui de comment le danger d'extradition semble être levé pour quelques semaines alors qu'Assange reste au Royaume-Uni. La criminalisation du journalisme est un premier pas vers la guerre, comme cela a été vu dans ce pays et pourrait se reproduire. La Russie présente un cas très différent. D'après mon expérience, qui a été assez marquante, mon défunt mari et moi avons visité la Russie pendant les années Brejnev, en 1981 et 1982. À cette époque, nous ne pouvions pas obtenir de visa, ni individuellement, ni ensemble, puisque nous n'étions pas encore mariés. Cependant, nous avons réussi à obtenir un visa au début de mars, juste quelques jours après que Gorbatchev soit arrivé au pouvoir. La politique de glasnost de Gorbatchev était essentiellement une tentative de réduire la censure. Elle se concentrait fortement sur la déstalinisation et l'exposition des abus historiques. Pendant cette période, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un journal qui embrassait la glasnost. But I was able to work at this Glasnost newspaper, and a few years later, in 1993, my husband and I met. Quelques années plus tard, en 1993, mon mari et moi avons rencontré Dmitri Muratov dans la cafétéria du sous-sol de Moscow News. Il a plus tard fondé Novaya Gazeta, un journal indépendant qui fait toujours face à de nombreux défis à Moscou. C'est le journal où Anna Politkovskaya et plusieurs autres journalistes russes, qui ont été tués en couvrant la Tchétchénie et la corruption, travaillaient. Aujourd'hui, la situation est évidemment plus compliquée. La guerre, comme vous le savez bien, est préjudiciable à l'indépendance et à ceux qui valorisent la pensée indépendante. Elle renforce les factions belliqueuses des deux côtés, alimente le nationalisme et conduit à la répression et à la suppression des forces dissidentes et semi-dissidentes. Ce que je tends à penser, c'est que les grandes puissances ont besoin de mécanismes de contrôle social pour maintenir leur statut. Cela est dû au fait qu'elles requièrent le soutien de leur population pour adhérer à des politiques qui pourraient ne pas être pacifiques. Cela est essentiel pour un pays avec une grande population et une armée importante. La question devient alors, quels sont ces mécanismes? En Occident, nous avons vu une intégration de plusieurs composantes. Cela inclut la sphère politique, les groupes de réflexion, le journalisme et l'influence de grands donateurs, tels que les fonds d'investissement spéculatifs. Ces fonds peuvent nuire à leur propre économie ainsi qu'à d'autres, créant des intérêts entremêlés. Je suis curieux, le journalisme a-t-il toujours fonctionné de cette manière ou a-t-il changé depuis que vous avez commencé? Was it the same when you started, or did it change? Very, very good question, and it's not just about the technology. Très bonne question. Il ne s'agit pas seulement de la technologie, il y a également une idéologie. Je trouve cela chez une génération qui a grandi sur les réseaux sociaux à tel point qu'il y a un sens du présentisme. Vous êtes présent, mais vous n'apportez ni histoire ni perspective, ce qui pourrait offrir plus de matière à réflexion. Donc c'est préoccupant. Il n'y a pas d'appréciation pour la profondeur du reportage, le reportage approfondi. C'est beaucoup à propos des réseaux sociaux et d'Internet et c'est très rapide. Il y a une préférence pour les clics plutôt que pour la connaissance, l'histoire et la perspective. Il y a aussi une rapidité à être tribal, dans le sens de diaboliser les points de vue
avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, au point où vous n'écouterez littéralement pas. Il y a très peu d'écoute, ce qui est préoccupant. J'admire Glenn Greenwald, bien que je pense qu'une préoccupation est qu'il frappe parfois vers le bas. Cependant, c'est quelqu'un qui a compris à quel point les projets couverts par les médias sont élitistes. Il y a une réticence ou un désintérêt à couvrir des histoires qui reflètent la réalité des gens. De plus, lorsque j'entrais dans le domaine journalistique, il y avait des journaux régionaux robustes. Maintenant, nous avons des désarmations et ont été équassés pour les nouvelles technologies, ce qui est bien, mais ce ne sera pas la solution ultime. Which is okay, but it's not going to be the silver bullet, excuse the word. And it also leads to more conformity because the Et cela conduit également à plus de conformisme, car les fondations soutiennent les publications. Il y a une sorte de trifecta. Les médias, l'objectivité politique et le soutien des fondations. Les changements dans la nation sont révélateurs. Quand j'ai commencé, nous avions Christopher Hitchens et Alexander Cockburn comme chroniqueurs. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais ils n'étaient pas facilement catégorisables. Hitchens avait ses propres aventures, mais maintenant il y a un peu plus de conformisme dans la communauté des médias indépendants progressistes. Cela a été, dans une certaine mesure, incité au cours des 8 dernières années par Trump. Il y a un choc avec l'ascension de Trump. Cependant, ce qui manque, c'est une reconnaissance mondiale qu'il y a de nombreuses élections qui se déroulent cette année, pas seulement l'élection américaine. Les conditions qui mènent à l'émergence d'une figure comme Trump ne concernent pas uniquement l'homme en lui-même, mais plutôt l'accent mis par les médias sur la personnalité, plutôt que sur l'idéologie ou les idées. Cette approche échoue à aborder de manière adéquate les changements extraordinaires et les perturbations qui se produisent. Je fais souvent référence à Gramsci, le communiste italien, qui a dit célèbrement que l'ancien ordre meurt et le nouveau monde n'a pas encore été formé. Dans cette phase de transition, les pathologies de notre époque deviennent évidentes. On a l'impression que quelque chose se brise réellement, pas seulement sur le plan international, mais aussi au sein des États-Unis. C'est effrayant parce que l'instabilité comporte des dangers significatifs. Autant nous aimons penser que la distribution du pouvoir entre différentes branches est bénéfique, cela peut conduire à des résultats désastreux. C'est pourquoi le Japon est entré en guerre contre les États-Unis, un mouvement qui était essentiellement suicidaire. Ils l'ont fait parce que le pouvoir n'était pas concentré, permettant ainsi à l'armée d'entraîner le reste du pays avec elle. Même s'ils n'étaient pas unifiés dans leurs objectifs, nous avons assisté à l'effondrement d'un grand empire. En 1989, George Bush Sr. s'est adressé à la Rada à Kiev, les exhortant à ne pas faire sécession en raison de craintes d'instabilité. Il était préoccupé par les dangers potentiels de l'éclatement de l'Union soviétique, notamment en raison des armes nucléaires et de l'incertitude quant à ce qui pourrait suivre. Avance rapide de 30 ans. Et le récit a radicalement changé pour que l'Ukraine doive devenir membre de l'OTAN. C'est maintenant considéré comme crucial pour le monde libre, avec l'implication que l'échec à atteindre cet objectif pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Cette transition est étonnante. Non, c'est fou. Je pensais l'autre jour à l'attaque terroriste à Moscou. Je ne crois pas que le président Biden ait appelé Poutine pour offrir ses condoléances ou de l'empathie. Peut-être que c'est impossible. Mais George W. Bush a reçu la visite de Poutine à l'ambassade des États-Unis le lendemain du 11 septembre pour signer le livre de condoléances. Poutine a été le premier leader mondial à appeler Bush pour offrir son assistance. Alors, on pourrait penser que la tentative d'avoir une sorte de confiance, peut-être faire confiance mais vérifier, s'est tellement effondrée qu'il n'y a même pas d'appel. Il y a tant de colère et un sentiment de déplacement.
mais pour moi, il est très clair ce qui s'est passé après 1989. Dans des conversations avec John Mearsheimer et l'ambassadeur Matlock, il a été mentionné qu'une promesse avait été faite à Gorbatchev. Si l'Allemagne était réunifiée, l'OTAN ne bougerait d'un pouce vers l'Est. Beaucoup traitent l'OTAN comme une sorte de club de caquesse. Je veux dire, c'est une institution militaire axée sur les armes et l'interopérabilité, ce qui amène les États-Unis à exiger que d'autres pays achètent leurs armes. On semble manquer d'armes, mais c'est une aubaine pour le complexe militaro-industriel. L'idée que l'OTAN est l'architecture de sécurité de l'Europe aurait pu être remplacée par ce que Gorbatchev avait envisagé, une maison européenne commune s'étendant de Vladivostok à Lisbonne. Des alternatives comme l'OSCE ou même l'UEE existent. Ce ne sont pas principalement des institutions militaires. La militarisation des relations est préoccupante. Pascal, il y a eu un débat significatif sur l'expansion de l'OTAN. Nous avons publié un numéro spécial mettant en vedette des sénateurs de premier plan comme Bill Bradley, Gary Hart et le diplomate estimé George Kennan. George Kennan, the esteemed diplomat. L'ambassadeur Matlock a témoigné devant le Comité des relations étrangères du Sénat que l'expansion de l'OTAN pourrait être la plus grande erreur stratégique à la fin de la guerre froide. Et en effet, cela s'est avéré être une menace significative. Maintenant, nous voyons de nouveaux pays comme la Suède et la Finlande devenir membres. Cela reflète un ton de triomphalisme qui est apparu à la fin de l'Union soviétique, qui était à l'origine un règlement négocié. Au lieu de le reconnaître comme tel, cela s'est transformé en une célébration de l'Amérique comme puissance dominante. Des personnes, y compris John Mearsheimer, ont soutenu que se reposer uniquement sur l'OTAN n'est pas sage. Ce sentiment n'est pas limité à un groupe spécifique. Il s'étend à travers la société russe. Non seulement les occidentalistes comme Gorbatchev, mais aussi Eltsine et d'autres étaient farouchement opposés à l'expansion de l'OTAN. Alors je pense que c'est quelque peu une erreur stratégique d'être ici à observer cette guerre brutale et cruelle. Ce qui s'est passé, et j'ai mentionné Trump auparavant, c'est qu'il a dit des choses comme « l'Europe devrait porter une plus grande part du fardeau ». Et les gens sont devenus fous. Si vous dites quelque chose comme ça, dans la politique embrouillée d'aujourd'hui, vous êtes étiqueté trumpien. Mais je suis revenu en 1987 et après, et le secrétaire à la Défense pendant les années Clinton, Bill Cohen, a dit il n'y a pas de déjeuner gratuit. Je veux dire, tout le monde faisait la leçon. Le danger aujourd'hui, et cela fait quelques années, c'est que Trump a en quelque sorte dégradé certaines des idées qui sont centrales à un monde alternatif. C'est vrai. Maintenant, je me souviens de ce que je voulais vous demander. Trump est un aspect, mais un autre facteur significatif est l'influence des néoconservateurs à Washington. Aux États-Unis, nous avons des individus qui sont à l'opposé complet, comme Jack Matlock et votre défunt mari. Ce sont des personnes qui s'opposent aux néoconservateurs et à leur vision du monde, qui préconisent de faire tout ce qui est possible pour diviser l'Eurasie en petites parties et inciter au conflit entre elles. Cependant, pour une raison quelconque, nous nous sommes éloignés de la vision partagée qui existait en 1989. George Bush Sr. et Gorbatchev avaient des idées légèrement différentes sur la manière dont le monde devrait être structuré. Cependant, ils étaient d'accord pour mettre fin à la tragédie de la guerre froide. Ensuite, les néoconservateurs, tels que Wolfowitz et Brzezinski, ont émergé. Ils ont écrit des livres sur leur vision, et de nombreuses personnes sur Internet suggèrent de lire leurs œuvres pour comprendre leurs idées. Malgré le fait qu'ils soient juste des individus, Wolfowitz, Brzezinski et Fukuyama ont eu une influence démesurée sur la politique. Cela continue aujourd'hui, Pascal. Revenons à Reagan, dont l'histoire avec la Russie et l'Union soviétique n'est pas pleinement comprise.
Le président Biden, dans son discours sur l'état de l'Union il y a quelques semaines, a mentionné la célèbre directive de Reagan « Abattez ce mur », M. Gorbatchev. Cependant, le mandat de Reagan ne s'est pas uniquement articulé autour de ce moment. Il s'est activement opposé aux néoconservateurs au sein de sa propre administration. Il avait des alliés comme George Shultz et James Baker, qui n'étaient pas des néoconservateurs, et il était en désaccord avec Cap Weinberger, son secrétaire à la Défense. L'ascension des néoconservateurs a été significative à la fois pendant et après l'existence de l'Union soviétique. À l'époque de Gorbatchev, des personnalités comme Bill Kristol étaient impliquées dans le Plan B, le comité pour le Plan B, se préparant pour leur moment d'influencer la politique. Mais je vais vous dire, les néoconservateurs ont été quelque peu sapés par Trump. C'était en fait les néolibéraux qui ont trouvé un moyen de justifier la guerre en Irak. C'était des libéraux dans certains think tanks à Washington qui ont ouvert la voie. Et je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'une alternative. L'Institut Quincy à Washington, fondé il y a 5 ans par Trita Parsi et Andrew Bacevich, offre cette alternative. Andrew Bacevich est un critique éminent de l'idée que les États-Unis sont la seule superpuissance. L'Institut Quincy a été une intervention précieuse. Il cherche encore son chemin, mais il offre une source alternative de voix et de savoir. Et je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas surmonter quelque chose avec rien. Il y a des personnes très intéressantes, impliquées, ce qui me donne de l'espoir. Cet espoir est également alimenté par ma conviction que beaucoup de notre politique étrangère est dirigée par les élites et n'implique pas d'écouter le grand public. Je ne crois pas que les gens désirent la guerre. Ils cherchent la sécurité. Être étiqueté comme isolationniste est quelque chose que ni moi ni personne à Quincy n'apprécie. Nous plaidons pour une forme alternative d'engagement avec le monde, en mettant l'accent sur la retenue et le dialogue, plutôt que sur l'action militaire. Cependant, c'est difficile parce que l'armée a été une force dominante dans ce pays pendant longtemps. Oui, et cela s'aligne avec la capacité industrielle des États-Unis et les aspects financiers. Ce qui s'est passé, c'est que nous vivons maintenant dans une ère de keynésianisme militaire. Cette théorie suggère que nous créons des emplois en fabriquant des armes. Cependant, la réalité est que les emplois créés par les fabricants d'armes sont bien moins productifs que ceux dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Je considère effectivement les États-Unis comme une société militarisée, car l'armée occupe les pensées de nombreuses personnes. Et il y a une chose que vous ne pouvez pas faire aux États-Unis sans risquer votre carrière de politicien. Si vous critiquez les vétérans, c'est la fin pour vous. Non, et je pense que cela marque la fin. Quand je regarde la Russie aujourd'hui et aussi l'Ukraine, je vois que la mobilisation est un problème significatif auquel les deux pays sont confrontés, avec de graves dilemmes politiques et humains. En Russie, semblable à ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, ce sont les pauvres et ceux des communautés rurales qui sont les plus affectés. Ce ne sont pas les gens assis dans les cafés à Moscou. L'ancien Prigojine du groupe Wagner a risqué un retour de bâton populiste en critiquant ceux qui ne combattaient pas. Il recrute des condamnés et des gens des zones rurales. Peut-être est-ce une forme de keynésianisme militaire, quoique plus humaine. En Russie, des familles se voient proposer de grosses sommes d'argent pour encourager un fils ou un père à aller combattre. La tranche d'âge pour la conscription est étonnamment large, s'étendant jusqu'à 60 ans. Mon inquiétude réside dans la reconstruction de l'Ukraine, qui est inévitable. Nous devons passer de cette version brutale et moderne de la Première Guerre mondiale, caractérisée par les tranchées et la cruauté. Le coût de la reconstruction de l'Ukraine pourrait atteindre 2 à 3 billions de dollars.
Il y a une conférence prévue à Berlin en juin, suivant une précédente à Londres il y a quelques mois, où très peu de fonds ont été promis. Cependant, de grandes entreprises comme BlackRock et Blackstone interviennent pour aider à la reconstruction. Mais cela soulève des questions sur le coût. Because it's kind of a version of shock therapy emerging from a war.